OK, on est rendu à une partie qui va être plus nouveau dans cette section de l'énergie mécanique. Ça va être la loi ou l'équation de l'énergie potentielle gravitationnelle universelle. Donc, comme j'ai mentionné aux dernières vidéos, l'équation qu'on utilise mgh ou mg delta h, le changement de hauteur, c'est une approximation. Ça prend en considération que le champ gravitationnel à une certaine place est constant ou uniforme. Donc, à la surface de la Terre, la valeur de g, que tu la vois comme l'accélération gravitationnelle ou le champ gravitationnel, elle est généralement constante. On a vu des problèmes où tu montes sur une montagne, l'Everest, il y a une très petite variation du champ gravitationnel. Donc, à la surface de la Terre, on considère G comme étant constant, qui nous laisse avoir une belle petite équation, mgh, pour l'énergie potentielle gravitationnelle. Le problème avec ça, c'est que cette équation-là est effectivement subjective. Donc, en d'autres mots, ça va dépendre de quelque chose. Elle n'est pas toujours vraie. Et ce que je veux dire par ça, c'est qu'elle va dépendre avec le choix du zéro. Donc, quelqu'un peut prendre le sol comme leur zéro, quelqu'un d'autre pourrait prendre genre le premier étage d'un édifice comme leur zéro, quelqu'un d'autre pourrait prendre je sais pas, le sous-sol d'une maison comme leur zéro. La valeur du point référentiel peut varier, qui fait en sorte que cette équation n'est pas vraie dans chaque contexte. Donc, pour une raison de se trouver quelque chose qui est un peu plus réaliste, qui représente plus le monde réel, et pour le fait que le champ gravitationnel n'est pas toujours constant. La valeur de G n'est pas toujours pareille à chaque place pour une masse. Prenons la Terre. Sur la surface de la Terre, oui, G reste moindrement constant. Si je m'éloigne assez loin, genre à la position où la Lune se trouve, G n'est plus 9,81 newton par kilogramme ou mètre par seconde carré. À ce point-là, à cette distance-là, il y a eu un changement du champ gravitationnel assez important. Donc, pour faire ceci, on va prendre la même méthode qu'on a trouvé nos deux autres équations. On va faire un travail et on va voir c'est quoi l'énergie résultante. Il va y avoir une petite passe mathématique qui va peut-être vous sembler bizarre. Ceux qui s'en vont en physique, je vous encourage de réécouter la vidéo peut-être une deuxième fois pour voir la petite passe que je suis en train de faire. Ceux qui veulent juste apprendre l'équation, c'est beau, tu peux l'utiliser, j'expliquerai un peu qu'est-ce qu'elle représente. Mais pour vous montrer vite fait, essentiellement, on va prendre une planète, on va l'appeler la Terre, la masse de la Terre. Voici la Terre, une grande masse M et une petite masse petit m. Okay? On va considérer deux distances. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre rayon initial comme étant l'infini, et notre rayon final comme étant RF. Ce n'est pas super important, on va juste prendre R. On va voir pourquoi on fait ça. Effectivement, moi, je vais faire un travail sur cette petite masse. Okay? Je vais voir c'est quoi son énergie potentielle. C'est quoi l'énergie potentielle qui est là à tomber vers la masse qui serait la Terre. Donc moi, je vais faire un travail pour lui faire un changement d'énergie. On a déjà vu ça la dernière fois, c'est pas nouveau. On va assumer que l'énergie initiale ici était 0. On va prendre un point où son énergie initiale est 0. Donc toute l'énergie que je mets dedans va être pour lui donner de la nouvelle énergie, comme on l'a fait la dernière fois. Donc le changement d'énergie que je vais faire, là, ça va être de l'énergie potentielle gravitationnelle, EG. Okay? C'est ça que je veux faire. Donc, l'énergie initiale, on veut que ça soit 0. Alors, on va voir pourquoi j'ai pris l'infini ici. Et toute l'énergie que je vais donner va être de l'énergie gravitationnelle. Bon, avec le changement d'énergie, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir notre énergie potentielle gravitationnelle. Je vais prendre notre valeur mgHF moins mghi. Okay? Changement d'énergie potentielle gravitationnelle. Je vais prendre l'équation qu'on a eue la dernière fois, mghf, mghi. Ce que je vais prendre en considération, donc, cette fois, c'est que G n'est pas constant. Je vais changer quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon G pour l'équation du champ gravitationnel. Tu te rappelles, G est égal à G, grand G, pardon, ma masse centrale, distance à la 2. Donc, je vais faire des petits changements. Je vais remplacer G avec grand G, ma masse centrale, petit m, grand M, sur la distance à la 2. À ce point ici, ça va être mon rayon que je vais appeler un rayon final. Donc, je vais utiliser le vocabulaire que j'ai choisi ici. Donc, à un certain point, je vais avoir pris ma masse d'une énergie potentielle gravitationnelle 0 et je vais lui avoir donné de l'énergie et elle est maintenant à une énergie potentielle non 0. Ça va être la distance finale où elle est placée. Donc, HF ici,
la hauteur par rapport, on va appeler ça une hauteur, au lieu de mettre hauteur, ici maintenant on va prendre le rayon, on va avoir rayon F, tu vas voir quelque chose qui est arrivé avec ces deux valeurs ici. Et la même chose pour mon rayon initial. Donc je remplace, sauf que cette fois, au lieu d'avoir le rayon final, je vais avoir rayon initial de la 2, et au lieu d'avoir HI, la hauteur ici, ça va être la distance initiale, RI. OK. Donc, j'ai pris mon changement d'énergie, MGH final, MGH initial, c'est mon changement d'énergie. Hein, il va avoir une variation d'auteur. Ici, on va remarquer que à cause que j'ai des R au numérateur et au dénominateur, j'ai RF qui va annuler mon exposant à la 2, j'ai RI qui élimine mon exposant à la 2, qui me ramène à l'équation suivante. MG, on va la réécrire tout beau là. G MM sur R F moins G MM sur R I. Tout ça, là, ça va me donner mon delta E. Donc ça, c'est une des définitions qu'on pourrait utiliser ici. Vous allez voir qu'elle est inversée un peu dans vos notes. On va voir pourquoi c'est le cas. Donc celle-là, je vais la garder ici pour un instant. On va la modifier dans quelques minutes. Et on va continuer. Donc ça, c'est une équation générale. Je suis en train de proposer que je commence à une situation initiale où ce que mon énergie potentielle gravitationnelle est zéro et je l'amène à un point où ce qu'elle n'est pas zéro. Donc, je vais lui donner de l'énergie pour qu'elle arrive à un certain montant d'énergie potentielle gravitationnelle. Là, voici la partie qui est bizarre. Où est-ce que l'énergie potentielle gravitationnelle est zéro? Mais là, naturellement, tu penserais peut-être, ben, si je suis au centre de la masse centrale, si mon rayon est zéro, ben là, je ne suis plus capable de tomber. C'est pas faux, c'est vrai, c'est bien de penser. Si tu es au centre, tu ne peux plus tomber, ça serait zéro. Problème mathématiquement, là, si mon rayon est zéro, il y a quelque chose qui se passe qui est bizarre, qui ne fonctionne pas. Je ne peux pas aller diviser par zéro. Donc, ce qu'on fait au lieu, c'est qu'on va faire l'inverse. C'est pour ça que j'ai pris mon rayon initial qui est l'infini. À une distance infiniment loin, c'est quoi la valeur du champ gravitationnel? Si le rayon est l'infini, ici je mets une très grande valeur, ma valeur de G est 0. Ce qui veut dire que ici, dans MGH, j'aurai de l'énergie 0. Donc, ce qu'on pose maintenant, le petit truc mathématique, c'est de dire ma valeur initiale du rayon, ma distance initiale, c'est l'infini. Je me trouve à une distance infiniment longue et je vais mettre de l'énergie pour me rapprocher de cette masse. Et je vais prendre de l'énergie, je vais amener cette masse jusqu'à une certaine distance ici. Donc, au lieu de voir, je commence à une hauteur de 0 et je monte, je commence à une distance infinie et je la ramène ici. Ça va prendre un certain montant d'énergie. C'est une petite passe mathématique. Effectivement, ce qui est en train d'arriver, c'est si RI est l'infini, ce terme ici, il disparaît. Il n'est plus là. On finit avec l'énergie gravitationnelle. Si l'énergie initiale était 0, tout le travail que j'ai fait, c'est l'énergie gravitationnelle qui est égale à Gmm sur mon rayon, qui va être mon rayon final, où ce que je me trouve à la fin de tout. Là, dernière petite passe mathématique, il faut penser à notre affaire. Si je suis infiniment loin, donc si je prends cette masse et je l'amène infiniment loin et je la lâche, elle va commencer à bouger. Infiniment loin, ça va tendre vers l'infini. Le rayon va tendre vers l'infini, ça ne veut pas dire qu'il est infini. Donc la valeur n'est pas zéro nécessairement. Elle tend vers zéro, mais elle n'est pas zéro. Donc mon objet va tranquillement se rapprocher vers la masse. Elle va tomber vers la masse. Elle va gagner de l'énergie. En d'autres mots, est-ce que moi, je dois faire est-ce que je dois faire un travail? Est-ce que je dois lui donner de l'énergie pour qu'elle s'approche vers la masse? Non, elle est en train de s'approcher par elle-même. C'est la force gravitationnelle qui fait le travail. Donc, l'idée que moi, je vais faire un travail pour amener ma masse de l'infini et l'amener ici est fausse. Je ne suis pas en train de faire un travail. Si c'est n'importe quoi, il faudrait que j'arrête il faudrait que je ralentisse essentiellement ma masse. Pour qu'elle bouge de façon constante, il faudrait que ma force soit contre elle, à cause de la force gravitationnelle dans cette direction-là. Ce qui finit avec un négatif en avant. OK? Donc, c'est
une dérivation qui est quand même abstraite. Donc, ceux qui veulent la réécouter, allez-y. Je vais aussi mettre d'autres sources qui l'expliquent d'une autre façon. C'est la façon que je l'ai toujours appris et que j'arrive à la comprendre moi-même. Je le sais que ce n'est pas un concept facile. Donc, je vais mettre d'autres ressources pour aller l'explorer. J'encourage à aller les voir. Essentiellement, à se souvenir, l'énergie gravitationnelle est donnée par négatif G, masse centrale, la masse de l'objet qui est dans le champ gravitationnel, et la distance. Pas la distance au carré, c'est pas la force gravitationnelle. La raison que c'est négatif, donc on avait mentionné la dernière fois là, que l'énergie ne peut pas être négative. C'est vrai, l'énergie ne peut pas être négative. Ici, on parle d'énergie gravitationnelle négative dans le contexte que cet objet a une dette. J'avais mentionné la dernière fois, de l'argent, ça n'existe pas de l'argent négatif. Tu ne peux pas avoir un négatif 5 $. On parle d'argent négatif quand on veut enseigner les élèves des chiffres positifs négatifs. On leur parle c'est quoi négatif 10 $. Ça leur fait penser au concept d'avoir une dette. Mais l'idée d'une dette ne veut pas dire de l'argent négatif. L'argent est quand même positif, mais il t'en manque. Ce que ça veut dire ici, c'est que quand j'ai une masse qui est dans un champ gravitationnel, elle a une dette à la masse centrale. Elle est attachée avec un certain montant d'énergie, l'énergie gravitationnelle. Okay? Pour qu'elle puisse s'échapper d'un champ gravitationnel, elle doit gagner plus que ce montant d'énergie. Puis on va voir ça dans l'énergie de liaison. Okay. Donc, les équations à reconnaître, celle-ci, je vous ai dit que je vais vous montrer une petite modification de celle-là. C'est très, très, très similaire. C'est effectivement ce qu'on vient de faire. Donc, j'avais G, M, M sur R, I ici. On doit mettre notre négatif en avant, juste comme on a fait avec notre équation ici, qui va faire en sorte que mes deux changent de place. Je vais avoir RI ici, moins RF là. Donc, les deux équations à vraiment... Cacher la lumière, là. Les deux équations les plus importantes dans ce cas-là, dans le cas de l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est le changement de l'énergie gravitationnelle et l'équation de l'énergie potentielle gravitationnelle. Okay? On va les appliquer dans un instant. Avant de faire ça, on va parler de la vitesse de libération. Maintenant, pour le principe de la vitesse de libération ou d'énergie de liaison, on va l'avoir dans le contexte d'un champ gravitationnel. Donc, c'est très étroitement relié. On pourrait considérer notre Terre ici. Grand M, la masse de la Terre, c'est une grande masse. Ça va être notre masse centrale ici. Disons que je suis sur la Terre et je lance une balle dans les airs. Si je la lance à 10 mètres par seconde, elle va monter, ralentir, arrête, redescend. Des expériences qu'on a faites en chute libre. Bon, je pourrais la lancer à 100 mètres par seconde, 200 mètres par seconde, 20 000 mètres par seconde. À une certaine vitesse, je devrais être capable de la lancer pour qu'elle ne retombe jamais. À une certaine vitesse très précise, je peux la lancer et elle ne retombera jamais. Elle va avoir plus d'énergie cinétique qu'elle va avoir de dette d'énergie potentielle gravitationnelle. C'est ça que la vitesse de libération représente. Donc, par définition, la vitesse de libération, c'est la vitesse nécessaire pour s'échapper d'un champ gravitationnel pour jamais retomber. Ceci se produit lorsque, donc, V lib, vitesse de libération, se produit lorsque l'énergie cinétique, C, est plus grand que l'énergie potentielle gravitationnelle. Nous autres, on utilise un G tout de suite. Un G. Donc, quand tu as plus d'énergie cinétique que tu as d'énergie potentielle gravitationnelle en grandeur, tu vas avoir ta vitesse de libération. Donc, ça serait genre en grandeur. Une autre façon de le voir, c'est la suivante. L'énergie totale mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle. L'énergie cinétique, mv au carré sur 2. L'énergie potentielle gravitationnelle, ça va être une soustraction, hein, c'est négatif, comme on l'a vu dans la dernière partie. G, M, M sur R. Ça, c'est ton énergie totale mécanique, l'énergie mécanique totale. Si l'énergie mécanique totale est plus grand que 0, donc est positif, tu es à ta vitesse de libération ou plus. Hein, ça se peut que tu sois plus grand. Si l'énergie totale est plus petite que 0, tu es pris dans ton champ gravitationnel.
Ça veut dire qu'il y a encore de l'énergie qui te retient là. L'énergie qui te retient là, on appelle ça l'énergie de liaison. Donc, en général, si ta vitesse est zéro, toi, sur la planète Terre, ton énergie de liaison, l'énergie qui te garde pris sur la Terre, c'est celle-ci. Okay? Si tu n'as pas de vitesse vers le haut. À chaque fois que tu donnes une vitesse dans les airs à un objet, ou si tu te donnes une vitesse, tu te mets dans un slingshot, tu sautes dans les airs, ce terme va augmenter, mais autant que celui-ci est plus grand, tu vas retomber vers la Terre. Tu vas encore avoir une dette. Tu n'as pas eu assez d'énergie pour sortir du trou, sortir du trou qui serait le champ gravitationnel. Donc, principe important, la vitesse de libération se produit lorsque l'énergie cinétique est plus grande que l'énergie gravitationnelle. On va aller voir ça dans une seconde. Et l'énergie totale mécanique, c'est la somme des deux énergies. Donc, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle gravitationnelle. On va aller voir comment calculer la vitesse de libération elle-même. La vitesse de libération, ça va être la vitesse minimale que je dois donner à un objet pour qu'elle ne retombe jamais. Comme qu'on a vu, pour que ceci se produise, il faut qu'elle ait plus d'énergie cinétique qu'elle ait d'énergie potentielle gravitationnelle, qui est négative, qui la garde sur la Terre, que sa dette d'énergie à la Terre. Donc, effectivement, ce que j'aimerais voir, c'est j'aimerais que l'énergie cinétique soit égale à l'énergie potentielle gravitationnelle. La raison que je mets égale, c'est que l'instant où les deux sont égales, mon énergie totale est zéro. Les deux s'additionnent, un positif et un négatif, les deux sont à la même grandeur, les deux est zéro. Ça, c'est genre le tipping point. Ça, c'est l'instant où mon objet va atteindre la possibilité de s'échapper. Donc, effectivement, ça, c'est l'instant, un peu comme quand on parlait de la force de friction statique. L'instant où l'objet commence à bouger, ça, c'est la force de friction statique maximale. Ici, ça, c'est comment on va trouver notre vitesse de libération. L'énergie cinétique, c'est la masse vitesse au carré divisé par 2. L'énergie gravitationnelle, ici, on va juste parler de la grandeur, pas besoin de connaître une direction, étant qu'on parle juste des grandeurs. On veut que les deux soient égales en grandeur. J'ai Gm sur R, pas R à la 2. Et on remarque qu'est-ce qu'on peut faire. Comme souvent on le remarque, la masse, la petite masse, mon objet n'est pas importante. Donc, ça peut être une fusée, ça peut être un chat, ça peut être un camion, ça peut être une particule. Ça n'a pas d'importance c'est quoi l'objet que tu es en train de lancer. La vitesse de libération pour n'importe quel va être pareille. On revient avec V au carré sur 2 égale à G, M sur R. Si j'isole ma vitesse, je finis avec 2G, M sur R, racine carrée. Donc, la vitesse de libération, on va appeler ça V lib, V lib, V lib. La vitesse de libération se produit seulement lorsque cette condition est satisfaite. Va être égale à 2 fois la constante gravitationnelle, ça c'est un terme constant, la masse de la masse centrale, donc la masse de la Terre dans le contexte de la Terre, et le rayon où on se trouve, la distance du centre de la Terre. Donc, si c'est de la surface de la Terre, masse de la Terre, rayon de la Terre. Si je me trouve un peu plus loin, rayon de la Terre plus mon altitude. Okay? Donc, ceci, c'est une équation. Je ne pense pas qu'elle est dans votre feuille de formule, mais vous devriez être capable de la dériver. Passer d'ici et d'arriver là, ce n'est pas super difficile. Une chose qui est très intéressante, c'est qu'avec ceci, on peut remarquer des choses intéressantes à propos des trous noirs. Avant de passer à d'autres exemples, maintenant, je veux juste clarifier un peu sur l'énergie de liaison. Donc, l'énergie de liaison, c'est ce qui te garde rattaché à la Terre. Ou, on pourrait aussi le voir comme l'énergie qui te manque pour échapper du champ gravitationnel de la Terre ou d'une autre masse, peu importe. Ça peut être la masse de la Terre, ça peut être que ça soit. Donc, quand j'avais montré que l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie totale est égale à mv au carré sur 2 plus g, moins g grand m petit m sur r. Ce qu'on remarque, c'est que souvent, dans la majorité des cas, dans plusieurs des cas, la force gravitationnelle, l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est elle qui va gagner. Ton énergie totale va être négative. Donc, si ton énergie totale est négative, disons qu'on finit avec, il me reste négatif 20 joules,
ben c'est juste 20 joules qui me gardent sur la Terre. Si j'aurais ce 20 joules de plus, je pourrais partir de la Terre et je ne retomberai jamais. On appelle ça l'énergie de liaison. Ça va devenir intéressant quand on va parler des orbites. Donc, ça se peut qu'on ait quelques questions des orbites, donc on va retoucher sur le mouvement circulaire. Par exemple, un cas particulier pour un objet en orbite. Donc, imaginez, on va oublier la masse qui essaie de s'éloigner. On va avoir une masse qui est en orbite. Disons la Lune, c'est pas important. On va voir que la masse n'est pas super importante dans ce cas-ci. Mais ça va nous aider à déterminer quelque chose d'intéressant. On avait déjà vu que la force gravitationnelle, c'est elle qui agit comme la force centripète. Les deux sont égales en grandeur. Hein? C'est la force gravitationnelle qui est en train d'agir comme la force centripète. Donc, si on considère la direction de la force centripète, ça c'est vers le centre de la Terre. Donc, ça va être ça mon positif. On va oublier nos négatifs, la direction. On peut juste dire G mm sur r au carré égale à mv2 sur r. mv2 sur r, pas mv2 sur 2. N'oubliez pas, il y a une différence entre la force centripète et l'équation de l'énergie cinétique. Ce qu'on peut faire ici, là, il y a une petite passe mathématique, suivez-moi bien. Rayon annule un rayon là. Et on retrouve ici G grand M petit m sur R est égal à mv2. OK? Donc, R, j'ai multiplié par R des deux côtés. J'ai maintenant quelque chose que tu devrais reconnaître ici, la grandeur de l'énergie potentielle, et mv2 au carré qui ressemble presque à l'énergie cinétique. Divise par 2 des deux côtés, on retrouve quelque chose qui est quand même assez intéressant. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi. Je vais sortir ma demi, je suis avec G m sur R, qui est égal à mv2 sur 2. Pour n'importe quelle masse en orbite, donc la raison que je peux dire n'importe quelle masse, les deux m vont s'annuler. Hein, je pourrais les annuler facilement. Pour n'importe quelle masse en orbite, son énergie cinétique, mv au carré sur 2, c'est ça sa définition, est égale à la moitié de son énergie potentielle gravitationnelle. Qui veut dire l'énergie totale pour un objet en orbite est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle. On vient de dire que l'énergie cinétique est égale à la moitié de l'énergie potentielle gravitationnelle. L'énergie cinétique va être égale à 1/2 EP. La valeur de EP, donc ça va être une valeur positive. L'énergie cinétique est toujours positive. L'énergie potentielle, elle est négative. EP, négatif EP, peu importe la valeur de EP, c'est pas important. Donc l'énergie totale d'un objet en orbite est égale à négatif 1/2 énergie potentielle. Donc, ici, ça c'est une relation importante. Ça veut dire qu'un objet qui se trouve en orbite a une énergie totale 1 négative, elle est reliée, peu importe ce qui se passe à la Terre. Si on voudrait éjecter un satellite, si on voudrait s'en débarrasser, combien d'énergie est-ce qu'on doit lui donner? Bien, on doit rendre l'énergie totale à 0 ou positive. Hein, si on arrive à toucher ce zéro-là, elle va s'éloigner, elle va partir, elle ne va jamais retomber. Donc, pour atteindre une énergie totale positive, je dois rajouter de l'énergie. Ça serait son énergie de libération, qui serait égale à négatif 1/2 EP, la moitié de son énergie potentielle. On passe à quelques petits exemples.